Bonjour, nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui pour parler de notre projet de LIDAR à plusieurs comités d'agglomération, plusieurs EPCI finalement. Donc cette présentation sera assurée par Pierre, Maxime, qui travaillent au service SIG de la CA de Port-de-France, Benjamin, et moi-même Bessat Sandy, qui travaillons à la CA de la CA du Val-de-Fench. Donc nous allons présenter notre projet de LIDAR, comme on l'a vu, comme ça a été dit. Pour l'instant, il n'y a pas de livrable en fait. C'est juste un projet pour l'instant. Donc pour commencer, nous allons juste rappeler succinctement ce que c'est un LIDAR. Donc un LIDAR, alors je vais pas le dire en anglais parce que j'ai un accent en anglais qui est horrible. Mais un LIDAR, finalement, c'est Light Detection and Ranging, ce qui veut dire en français détection et télémétrie par la lumière. Donc un LIDAR, le but d'un LIDAR, c'est de créer finalement un modèle numérique en 3 dimensions. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une pièce, ça peut être un véhicule, mais dans notre cas, ça sera un territoire. Donc ce modèle numérique en 3D est réalisé à partir de nuages de points qui peuvent avoir plusieurs millions, voire plusieurs milliards de points finalement. Donc un LIDAR, c'est créé à l'aide d'un capteur qui envoie un laser dans l'espace, et ce laser est réfléchi par un objet, ça peut être une voiture, ça peut être de la végétation, ça peut être de l'eau, etc. Et ce laser revient vers le capteur, c'est comme ça qu'il y a des points. Donc là, naturellement, là c'est un exemple avec un seul point, pardon, excusez-moi, c'est un exemple avec un seul point, mais là il faut imaginer qu'il y en a plus des millions. Voilà. Je veux pas que je... Ça va, c'est bon? Parce que je ne voyais pas en fait. Voilà. Donc à partir de ces nuages de points, il y a finalement d'autres sous-produits qui sont produits. Donc des MNT, modèle numérique de terrain, MNS, modèle numérique de sol, et MNS aussi, modèle numérique de surface. Ces modèles numériques vont être utilisés dans différentes applications, notamment en géomatique. Donc chez nous, pour le ACA du Val-de-Fench, alors je ne sais pas si c'est pareil pour Port-de-France, c'est surtout utilisé pour le moment, c'est surtout utilisé en GEMAPI, pour la prévention des risques d'inondation. Puisque sur Hayange, entre autres, il y a eu pas mal d'endroits qui ont été confrontés à des inondations récemment. La principale application, ça va être de pouvoir affiner la modélisation hydraulique des inondations, donc en gros les simulations, mais on fera un petit focus dessus un peu plus tard. Voilà. Donc aussi, on peut, sur notre comité d'agglomération, on peut utiliser le LIDAR, notamment nous, pour les zones d'accélération des énergies renouvelables, pour le... Tu vas plus loin là. Pour le calcul du potentiel solaire, puisque, alors je ne sais pas si c'est vous le cas, mais c'est le cas pour vous, mais nous, dans notre comité d'agglomération, il y a beaucoup de communes qui ont mis en potentiel photovoltaïque des zones d'accélération des énergies renouvelables. Et le LIDAR est aussi utilisé pour d'autres... parce que là, c'est la géomatique qu'on parlait, mais le LIDAR est aussi utilisé pour d'autres applications que la géomatique, que ce soit les voitures autonomes, ça peut être aussi l'aviation, ça peut être aussi, voilà, c'est un peu plus trivial, ce serait aussi les aspirateurs. Voilà. Donc voilà, le LIDAR, c'est à la fois pour la géomatique, mais c'est aussi à la fois pour des applications hors géomatique. Voilà. Maintenant, je laisse la place à Maxime. Voilà, Maxime, à toi de jouer. Alors, je fais juste une parenthèse. Merci beaucoup de nous avoir amenés ici, parce que c'est la première fois que je suis sur un pupitre. Là, j'ai l'impression d'avoir des journalistes et je suis ministre. C'est vachement bien, c'est stressant, mais c'est hyper addictif. Tu reviendras? Oui. Il reviendra en tant qu'élu. Ah non, l'écharpe, c'est pas bien. Donc, les avantages du LIDAR, c'est un petit peu annoncé. Donc, ce sont des données rassemblées avec une précision extrême et assez rapidement. Dans notre cas, avec la boîte avec qui on travaille, on est sur du 30 points par mètre carré, à peu près. Donc, ce qui nous fait une densité d'échantillonnage assez élevée. On a aussi remarqué qu'on a, à la différence d'un radar latéral, on n'a pas de distorsion géométrique, donc ce qui est quand même assez sympa.
Et ça nous permet, justement, comme disait Sandy, pour la GEMAPI ou pour toute autre activité hydraulique, c'est un rassemblement de données d'altimétrie et du sol dans une forêt dense, donc ce que ne peut pas faire les radars latéraux ou la photogrammétrie. Donc c'est un petit peu la différence. Ouais, non, c'est ça. Alors, comment le projet est né? En fait, c'est... Bon, pour ceux qui connaissent Stéphane Pierre, voilà, c'est mon ancien chef. Voilà, donc il s'est barré. Non, en vrai, non, il s'est pas vraiment barré. Il a changé de poste. Hein? Non, mais il sait que je l'aime plus, en fait. T'inquiète pas. Donc, de ce que j'ai compris, en 2021, il y a eu une alliance entre le Val de Fensch, la Porte de France et Rive de Moselle pour le PCRS. Et du coup, étant donné que c'était assez compliqué à monter administrativement, ils se sont dit on va faire le LIDAR ensemble. Voilà. Alors, on a du coup vérifié un petit peu la nécessité un petit peu d'évaluer les besoins du projet. On a hésité, on a regardé trois personnes à peu près, puisque c'est quand même un sacré coup le LIDAR, on va pas se mentir. Donc on a eu une boîte qui nous a offert un prix assez abordable pour les trois communautés. Et du coup le niveau de traitement était assez approprié, donc on a des données qui sont quand même qui pourraient être assez optimisées. On n'a pas encore eu, on a eu des exemples avec ils ont pris en quelque sorte leur aérodrome, et c'est quand même assez sympathique, c'est quand même très sympathique. Ils ont même pris la commune qui était juste à côté, c'était cool, franchement. C'est des gens qui bossent bien et pour pas trop cher. Ouais, en gros, voilà. Si vous n'avez pas écouté pendant 5 minutes, en 2 secondes, il a résumé. En gros. On doit faire aussi attention aux résultats, puisque le LIDAR, c'est lourd. C'est très très lourd. Mais du coup, oui, c'est à cause des nombres de points de données, donc les machines, la capacité de traitement des machines, il faut qu'on fasse assez attention à ça. Ouais, donc on va parler donc du projet LIDAR mutualisé entre nos 3 collectivités. Donc un petit résumé là de nos trois territoires. D'abord le port de France-Thionville, qui s'étend sur un territoire de 156 km², 80 000 habitants. On ajoute un buffer de 200 mètres effectivement à la prestation à chaque fois pour chacune des 3 agglos, des territoires sur les 3 agglos. Le Val de Fensch, 86 km², 70 000 habitants, et Rive de Moselle, donc 126 km² avec 52 000 habitants. Donc la collaboration, elle a été, comme l'a évoqué Maxime, faite un peu naturellement suite au travail en commun qu'on avait opéré sur l'acquisition du PCRS 2021, et aussi tout simplement parce que voilà, on a intérêt au niveau des vols de par un intérêt budgétaire à séparer entre les 3 collectivités sur la proposition. Alors au niveau de notre acquisition, en tant que PCI, les principaux domaines d'application attendus, qui ne sont pas les seuls, il y en a d'autres, mais nous ça se concrétise beaucoup au niveau de la compétence GEMAPI, donc par rapport à tout ce qui est évaluation de l'état des berges, modélisation hydraulique, on va vous faire des présentations un peu tout à l'heure, les mineurs, les majeurs, et également dans l'établissement de la trame verte, la continuité arborée, et tout ce qui est politique associée. Après, il y a dans d'autres cadres, on va l'utiliser également. On a un peu évoqué certains usages, mais on va les illustrer. Alors, au niveau du livrable qui nous a été qu'on aura, donc on a parlé d'un nuage de points avec 30 points par mètre carré. Donc on avait des options. On pouvait partir sur moins de points, plus de points. On a préféré partir sur 30 points pour des raisons de rapport qualité-exploitation. On va dire ça comme ça. On a eu l'occasion de regarder un petit peu les résultats des 20 points, 30 points, 40 points. Et honnêtement, par rapport à notre intérêt au niveau des collectivités, c'était plus intéressant au niveau des 30 points.
Faut pas oublier que si on augmente encore la qualité, c'est pour les faire tourner, pour l'exploiter, c'est assez compliqué. Donc le format de rendu, un format de type LAS, le modèle numérique de terrain avec format de type LAS également. Et donc on a opté aussi, nous, pour une classification attendue sur base de 4 critères, qui sont ceux que vous voyez là, donc le sol, les bâtiments, les véhicules, la végétation. Et on verra qu'on aurait pu choisir d'autres choses. Au niveau des options, j'ai ici après, on peut aussi parler de l'eau ou de la végétation haute, végétation basse. Voilà, nous on a décidé de rester sur ces 4 critères. Et donc, en option, sur tout ça, on a les options des fichiers LIDAR, donc en fait, avec des points de contrôle au sol, donc on l'a dit 30 points par mètre carré, plus ou moins 10 cm pour les 3 axes X, Y, Z, donc on a quand même une bonne précision. On a également la possibilité de faire des analyses de changement par rapport au mouvement de sol, mouvement de terrain, en effectuant le comparatif différentiel entre 2 nuages de points. Donc ça, c'est une option aussi qu'on a retenue. On a la possibilité, comme j'en parlais, de faire d'autres classifications. On n'aura pas retenu, c'est vrai que l'eau au niveau, on aurait pu retenir l'eau aussi, mais voilà, on a fait le choix de rester là-dessus. Et donc, une colorisation du nuage LIDAR en RGB. Au niveau du format de données et du stockage, on a plusieurs options également, stockage des données en cloud, ou bien une livraison des données sur disque dur, ou bien les deux. Donc, on a tout ça, et on a l'actualisation des données donc, sur 3 ans. Et comme vous pouvez le voir, la livraison dans un deuxième format et sur une deuxième projection. Pardon. Alors, on va vous présenter un peu le planning qui, comme Christophe l'annonçait, est un peu différé, mais on a quand même établi un planning. Je vais laisser Maxime le présenter. Au niveau du projet, ouais. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait ? Ouais, j'ai suivi le projet de loin, mais ça va, ne vous inquiétez pas. On avait commencé déjà par les accueillir, à commencer un petit peu à discuter. On les avait reçus chez nous à Thionville. Le temps d'essayer de comprendre un petit peu c'était quoi le projet. On en a discuté ensuite avec le Val de Fensch, avec Rive de Moselle. Donc là, c'était le T+3. Pas de conneries. Donc, on en avait discuté à 3. Alors il a fallu un petit peu, comme d'habitude, essayer de convaincre les élus. C'est toujours compliqué. Mais ça va, ça s'est passé, ça s'est très bien, il n'y a pas eu de souci, on leur a bien expliqué la chose, ils ont dit ça a l'air vachement cool, ils ont dit oui. Voilà, donc là on a eu une délibération pour chaque EPCI. Ensuite, on s'est un petit peu concerté pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait rajouter justement parmi les options, puisque certains voulaient plus la donner en coordonnées CC49 et d'autres la voulaient en Lambert 93. On a laissé libre à chacun, pareil aussi pour la colorisation en RGB ou pas du tout. Et même pour le stockage, si au final on avait... si je ne dis pas de bêtises, soit on avait le cloud, soit on avait chacun un disque dur où on pouvait avoir les deux. C'est en semaine, là. Hein ? En mois. Ah non, c'est en mois. C'est en mois. C'est du temps exprimé en mois par rapport au planning initial du projet. On s'est basé sur le fichier Excel qui nous avait transmis... où on avait un suivi de ce qui s'était passé. Donc autrement dit, bon, le T+8 réalisation des données, raté. Non, ça va aller. C'est dommage parce qu'en même temps, on avait un suivi de leur petit avion qui circulait au-dessus de notre communauté d'Aclo via Fly24, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était assez sympa déjà de suivre l'avion.
C'était déjà bien. Ce qui est très bien de la part effectivement du prestataire source, c'est qu'ils nous ont effectivement bien accompagnés, ils nous ont vraiment proposé beaucoup d'options par rapport aux différentes contraintes des 3 EPCI, et aussi effectivement il y a un aspect communication, retour d'informations sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui nous bloque. Ils nous ont pas du tout laissé dans le noir, et il y a eu aussi un très bon travail d'accompagnement de la part de Christophe. Merci Christophe. Mais voilà, c'est vraiment une boîte avec laquelle il est agréable de bosser. Et, Si le marché est attribué, le nom de l'attributaire et le montant du marché, c'est public. Ce que ça m'intéresserait de savoir qui est l'attributaire et quel est le montant du marché. Chef, je peux. Ouais, le prestataire, c'est une boîte qui s'appelait autrefois Stratos, qui a changé de nom il y a 2 mois, qui s'appelle maintenant Source, avec un S. Et le montant total du marché, aux environs de 80 000 € pour les 3 EPCI. Sachant que les 3 EPCI n'ont pas pris exactement les mêmes options sur les livrables, les formats de fichiers, etc. Donc voilà, il y a quelques variables d'ajustement. C'est à toi. Ah, déjà. Bon, oui, puisque malheureusement le T+12 il n'est pas encore arrivé. Oui, le T+12 n'est pas encore, pardon, le T+12 n'est pas encore arrivé, donc il n'y a pas encore eu de remise de livrable. Donc quelques cas concrets, effectivement, des exemples d'applications, cartographie du territoire, topographie, modélisation hydraulique, trame verte, PCRS, jumeaux numériques. On en a déjà évoqué une certaine partie. Il faut juste rappeler dans le contexte, effectivement, que nous, le choix des options, il a été dicté en grande partie par la partie modélisation hydraulique, puisque le LIDAR haute définition de l'IGN arrivant prochainement, étant à 10 points par mètre carré, se révélait insuffisant en termes de précision dans le cadre de la modélisation hydraulique. Alors, pas forcément dans la modélisation des débordements de cours d'eau, tel que l'exemple que je vais vous présenter tout à l'heure, mais également aussi dans le cadre de la modélisation du ruissellement, où la moindre aspérité de terrain, le moindre rebord de trottoir peut avoir un impact très important sur le ruissellement urbain ou périurbain. Et donc 10 points par mètre carré n'était pas suffisant, d'où aussi cette commande particulière de 30 points par mètre carré, qui a été, on va dire, le critère le plus restrictif à l'échelle de l'ensemble du projet. Donc voici un exemple effectivement d'un LIDAR classifié fourni par le prestataire. En rouge les bâtiments, en bleu une antenne BTS, vert végétation basse, vert clair pardon végétation basse, vert foncé végétation haute, le brun étant le sol et le gris étant objet type voiture. Voilà. Donc nous, on n'a pas voulu faire le distinguo végétation haute, végétation basse, c'était pas nécessaire dans notre cas, mais ils peuvent le faire. Après, évidemment, comme tout LIDAR, on peut utiliser une classification par altitude de façon assez classique, finalement. Voilà, pour tout ce qui est, on l'a déjà évoqué, MNT, MNS. Évidemment, la génération de MNT derrière pour servir à tous vos fonds de plan, tous vos fonds de projet, comme présenté aussi tout à l'heure par Anthony dans le cadre d'un jumeau numérique, ça fonctionne très bien. C'est aussi complètement complémentaire et compatible avec des levées de LIDAR qui pourraient être faits depuis le sol. Donc là, vous avez un exemple de ce qui a été fait dans la canalisation de la rivière Fench par le Val de Fench. Donc c'est ni plus ni moins qu'un tunnel. Mais ça, on a déjà vérifié, ça va s'intégrer parfaitement effectivement avec le LIDAR aérien, donc là-dessus, pas de problème. Bon, si jamais il y en a qui se posaient des questions, du LIDAR, ça reste du LIDAR qu'il a été fait à la main ou depuis un avion. Cas particulier de la modélisation hydraulique. C'est quoi la modélisation hydraulique pour les nuls? Alors, petit schéma façon école. Vous imaginez votre paillasse de cours de physique au collège. Vous avez un gros bloc de polystyrène devant vous et vous avez un cutter. Et on vous demande de découper une vallée de rivière. Et après, vous prenez un joli pot, un vert gradué, avec une flotte colorée en bleu, et vous versez cette quantité d'eau dans votre petit modèle en polystyrène et vous voyez jusqu'où l'eau a été. Un modèle hydraulique, c'est la même chose, mais en numérique. Fondamentalement, c'est ça. La quantité d'eau, elle est déterminée par des études climatologiques qui ont été portées par la région Grand Est. Et cette quantité d'eau issue des précipitations est insérée dans des points, effectivement, en tête de bassin versant. En fonction de la gravité de la crue, que ce soit une crue quinquennale ou une crue centennale, évidemment, la quantité varie.
Et à l'issue de ça, était calculé en fait l'écoulement de l'eau à l'intérieur du bassin versant pour déterminer par la suite les hauteurs d'eau et les zones inondées atteintes. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a de multiples critères et paramètres qui rentrent en compte dans une modélisation hydraulique, au titre desquels, entre autres, la rugosité du terrain, savoir si l'eau coule le plus vite sur une vitre ou sur un sol battu, voilà, vous vous en doutez. Plus le sol est lisse, plus ça va vite, donc plus l'inondation va passer vite à un même endroit. Donc, il y a X dizaines de critères, je ne suis pas ingénieur hydraulicien, je ne rentrerai pas dans les détails, mais comprenez que le lidar aide aussi à déterminer justement, par exemple, si c'est suffisamment dense, aide à déterminer le coefficient de rugosité d'une zone. Une fois ces modélisations faites, vous obtenez un résultat, c'est-à-dire le calcul des zones inondables, comme vous voyez ici. Donc là, on est du côté du port de Thionville et on est dans le cas d'une crue centenale. Voilà. Ici, sur la Fench, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc sur la Fench, vous avez aussi le calcul de mise en charge des ouvrages, donc tout ce qui est pont, passage, busée, etc., où vous pouvez effectivement déterminer si l'ouvrage est inondé, si la charge hydraulique aussi peut être utilisée pour déterminer si l'ouvrage est fragilisé en cas d'inondation, s'il va résister. Et après, évidemment, vous pouvez faire de jolies animations 3D pour présenter à vos élus et tenter de les convaincre d'entreprendre des travaux de réduction des risques ou d'aménagement du territoire, ou présenter au public aussi une explication des secteurs impactés, calculer les services et autres administrations qui vont être touchées et qui seront fermées, les écoles fermées, les ponts coupés pour les secours, etc. Donc toutes les applications d'un modèle hydraulique, je ne vous en fais pas une liste exhaustive, il y en a encore plus que ça. Mais voilà en quoi ça consiste et voilà aussi pourquoi on a besoin du lidar. Ça, c'est dans le cas d'un débordement de rivière. Il est aussi possible de modéliser du ruissellement, avec des méthodes exploratoires mises au point par le BRGM principalement, même s'il y a d'autres prestats qui peuvent le faire. Mais le ruissellement est encore plus complexe et encore plus délicat à gérer et encore plus dépendant en fait du relief. Et avec des résultats qui sont encore moins précis que dans le cas d'une modélisation de débordement de cours d'eau. Puisque, à chaque fois, je vous rappelle que c'est une simulation, partant de données théoriques, même si ça s'appuie sur des observations passées pour le calage, c'est une modélisation mathématique. Après, vous pouvez aussi effectivement faire de la classification de végétation de façon haut et bas. Alors c'est assez basique, mais ça donne qu'une donnée d'altitude. Plus, après, là, il y a les bâtiments qui ont été colorisés en rouge aussi. Vous pouvez aussi effectivement affiner l'emprise des bâtiments dans le cadre de plans de recollement ou de mise à jour de plans urbains directement. Là, vous avez une précision, vous n'avez pas besoin d'aller faire les relevés terrain. Vous pouvez vous appuyer directement sur le lidar. Ça évite un certain nombre de levées topo. Et évidemment, je ne vais pas refaire ce qu'a déjà fait Anthony ce matin, mais le jumeau numérique, l'objectif à atteindre. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une, forcément. Ça serait peut-être normal. Sur les mouvements de terrain, vous avez déjà une acquisition déjà faite ou pas, une ancienne acquisition qui a été faite, ou c'est plutôt vraiment une projection à 4-5 ans Pour l'instant, en fait, c'est vraiment une acquisition qui va nous servir de socle, mais dans le contrat passé, on a inclus en fait du recollement pour les années à venir. Donc construction de nouveaux lotissements, mais aussi mouvement de terrain potentiel, excavation, etc. Et donc qui vont être effectivement comparés avec ce socle qui est en train d'être créé justement. D'accord. Et sur les existants actuellement ne sont pas suffisamment complets ou ne couvrent pas
ou ne sont pas suffisamment précis pour être utilisés avec la donnée qu'on va recevoir. Donc là, c'est vraiment la construction du socle de base. D'accord. Et sur la méthodologie, vous avez déjà réfléchi ou pas? Vous allez faire un carroyage ou vous avez... Alors, on aura déjà en livrable le nuage glace et le modèle numérique qui va nous être calculé et livré, ce qui est déjà un poids à soulager. Après, oui, obtenir un seul fichier à l'échelle des 3 EPCI serait totalement ingérable, donc ça va être probablement un découpage à voir avec la puissance de calcul, mais on pensait initialement à un découpage par kilomètre carré, mais c'est peut-être même pas encore assez pertinent. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un cas d'usage qui est cité par Esri, bon, je suis désolé, je parle de la boîte, mais quand même, où ils ont fait une acquisition LIDAR à l'échelle de 3 cantons aux États-Unis. Ces communes ont voulu faire le calcul des potentiels solaires directement. Bon, bah, ils ont fait tourner ça sur une bécane de bureau, 1 km², ça leur a pris plus d'une journée par calcul de km². Résultat des courses, s'ils avaient dû obtenir l'ensemble de la donnée, il leur fallait 18 mois de temps de calcul sur une machine de bureau standard. Ils se sont arrangés avec l'université d'à côté, ils ont profité des vacances de Noël, ils ont fait tous les calculs en 3 jours. Mais parce que l'université avait des bêtes de calcul qui étaient au repos pendant les vacances. Donc comprenez bien qu'une donnée LIDAR brute à traiter, c'est très lourd, et il faut vraiment penser à travailler différemment. Peut-être par exemple dans le cas du calcul des potentiels solaires de toiture, ce qu'on va faire, c'est que par commune, on va extraire l'emprise des bâtiments de la base IGN, on va extraire que les points LIDAR qui sont au niveau d'un bâtiment, et on ne fera le calcul de potentiel que sur ces points LIDAR-là, et pas sur la surface au sol, pas sur les arbres, pas sur le reste. Moins il y a de points à traiter, mieux c'est. Donc voilà des exemples d'approche. En fonction des problématiques qui vont se poser aussi, on verra bien. A priori, la mission a été repoussée, donc maintenant il y a trop de végétation, a été repoussée à l'automne prochain. A priori, octobre-novembre, on devra attendre un peu la chute des feuilles et tenter cette acquisition sur un peu plus de 300 km² pour une livraison qui est plus rapide que ça, il me semble. Oui, alors les temps de livraison derrière, les post-traitements, tout ça sont des approximations, mais en réel, effectivement, ça va plus vite que ça. Après, la problématique du feuillage dans le cadre de la GEMAPI, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'on a besoin d'un certain nombre de points par mètre carré au sol, et si vous avez un couvert végétal trop important, ce que vous allez avoir sous un arbre, c'est 1 ou 2 points qui vont passer à travers le feuillage par mètre carré, ce qui se révélait insuffisant pour nos besoins, d'où notre choix en fait de ne pas poursuivre la mission LIDAR cet été avec des conditions météo meilleures, mais bel et bien d'être obligé de repousser à décembre-janvier avec les arbres sans feuilles et en espérant avoir 3 jours de conditions météo correctes. Et là aussi, comme pour les orthos et pour la 3D, il est prévu de faire des mises à jour ponctuelles par secteur sur une durée de 3 ans. Peut-être aussi parce que sur certains secteurs, il y aura encore de la végétation, et donc espérer pouvoir faire ces mises à jour à un moment où il y aura moins de végétation. Donc ce n'est pas simplement des changements, des modifications sur le terrain, c'est aussi, comme dans le cas des orthos, de pouvoir refaire certains secteurs parce que la donnée initiale n'était pas suffisante. Voilà, bon. Nous, c'est prévu pendant 3 ans au contrat, mais ça peut se poursuivre fondamentalement ad vitam aeternam tant que le besoin s'en fait sentir. Hein, c'est bien ça comme échéance, moi j'aime bien. Oui, c'est pas mal. Merci à vous.